Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui donc les résultats du projet Atlas et avec un petit peu d'émotion parce qu'on est sur un symposium de clôture de projet. Donc c'est un plaisir quelque part de vous présenter tout le travail qui a été réalisé avec les partenaires, mais c'est aussi un petit peu triste parce que c'est un dernier temps fort pour nous dans le cadre de ce projet. Alors en quelques mots, une rapide présentation du projet Atlas. C'est un projet qui a été déployé dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest via des partenaires que je vous présenterai par la suite. Un projet donc soutenu par United et une contribution complémentaire de l'AFD et qui a permis le déploiement à moyenne et large échelle de l'autodépistage VIH dans ces pays. Vous voyez sur la diapositive la présentation des résultats en nombre de kits distribués dans les 3 pays de manière cumulée, sachant que le projet Atlas est beaucoup plus que des kits distribués. Je reviendrai par la suite là-dessus. Alors, les partenaires, ça c'est un point sur lequel je voulais mettre l'accent parce que le projet Atlas est une multitude de partenaires, des partenaires opérationnels, des acteurs de la société civile de longue date engagés dans le cadre de la lutte contre le VIH et notamment en direction des populations clés en Afrique de l'Ouest, un leadership fort des ministères de la Santé dans les différents pays et un pool d'acteurs de recherche coordonné par l'IRD. Le projet Atlas, c'est 3 grandes composantes. La première, tout d'abord, c'est de renforcer le système en accompagnant les pays dans la mise en place de conditions favorables à l'introduction et puis au passage à l'échelle de l'autodépistage. Il y a aussi une phase de création de la demande, donc il y a eu tout un travail participatif pour créer la demande avec les communautés. La mise en place de canaux de dispensation primaire et secondaire des autotests, et puis un volet très important que Joseph Larmarange vous présentera après moi, qui a été un volet de recherche de manière à documenter les résultats du projet et aussi à alimenter les acteurs et les décideurs pour la phase de transition et de passage à l'échelle. Alors, concernant, peut-être revenir très rapidement sur qu'est-ce qu'un kit d'autodépistage. Alors, c'est très simple, c'est l'autodépistage du VIH, c'est un processus par lequel une personne prélève son propre échantillon, qu'il soit salivaire ou sanguin, au moyen d'un kit de test rapide. Alors maintenant que le Covid est passé par là, je pense que tout le monde est beaucoup plus familier avec ce qu'est un autodépistage. C'est quelque chose qui est très facile à utiliser, très acceptable pour les populations. C'est un outil qui est efficace, qui est sûr, et puis surtout, c'est un outil qui permet à chacun de connaître son statut quand il le souhaite, avec les personnes qu'il souhaite, au moment où il le souhaite, et donc qui permet aussi dans les contextes de nos pays d'Afrique de l'Ouest où on a encore des enjeux très forts de stigmatisation et de discrimination, et bien de pouvoir connaître son statut. Alors un point important, c'est que l'autotest de VIH est un test de triage et qui suppose d'être ensuite confirmé pour permettre aussi dans un deuxième temps, bien évidemment, l'entrée dans les soins. Dans le cadre du projet Atlas, nous avons une approche de par la réalité des populations auxquelles on s'adresse, qui est un mix d'une approche communautaire principalement d'outreach, donc de stratégie avancée, et aussi de stratégie fixe. Nous avons 2 stratégies. La première, c'est une stratégie de distribution primaire, c'est-à-dire que nous remettons directement à des personnes des kits d'autotest pour qu'elles le réalisent. Et puis, une des innovations majeures du projet Atlas, c'est la distribution secondaire. C'est-à-dire que nous avons remis à des personnes des kits pour qu'elles les remettent dans leur réseau, et notamment auprès des personnes qui ne connaissaient pas encore leur statut. Un certain nombre d'outils supports à la dispensation ont été développés, ont été adaptés avec les communautés, traduits dans les langues nationales. Nous avons une notice imagée, une brochure complémentaire qui, à titre d'exemple, donne dans chaque pays les centres où les personnes peuvent aller se faire tester par la suite pour avoir le test de confirmation. Et puis, nous avons travaillé avec les lignes d'information sur le VIH dans chaque pays qui étaient préexistantes pour que les personnes puissent appeler avant, après le test, en cas de questions notamment. Vous trouverez la plupart de ces informations sur la chaîne YouTube du projet si vous souhaitez les voir. Alors, à qui on s'est adressé? Vous trouvez donc ici une présentation qui vous donne les contacts primaires, c'est-à-dire les personnes à qui on a remis directement un kit. Parce qu'un des enjeux d'Atlas, c'est qu'on s'adresse à des personnes qui ne souhaitent pas être forcément identifiées. Donc là, on connaît uniquement, on va dire, les contacts primaires, c'est des données que je vous présente ici. Vous voyez qu'à 90%, on s'adresse principalement aux populations clés, et c'est aussi là où on a eu un engouement et une adhésion très forte, puisque les communautés ont très rapidement perçu l'avantage que pouvait être cet outil pour elles.
Alors, concernant quelques réalisations du projet, déjà peut-être vous indiquer que le projet Atlas a mis en place dès le démarrage du projet une approche très intégrée, c'est-à-dire qu'on a vraiment essayé d'être vigilant à ne pas apporter une activité, un projet vertical qui ne serait pas intégré aux activités de dépistage déjà existants. Donc, première chose, nous avons travaillé avec le ministère de la Santé pour développer des stratégies spécifiques pour l'autodépistage VIH dans les différents pays et puis des guides opérationnels, tout ceci avec l'appui de l'OMS. Nous avons été aussi vigilants à mettre en place des indicateurs de suivi et évaluation dans le système d'information sanitaire de chaque pays. Et puis, nous avons veillé à intégrer les systèmes d'approvisionnement nationaux aussi dans une logique de passage à l'échelle et de transition avec des acteurs comme le Fonds mondial qui, bien évidemment, transitent par ces dispositifs nationaux d'approvisionnement. Nous avons adapté aussi des modules de formation. Alors l'intérêt aussi, c'est qu'il y avait peu finalement d'outils francophones. Et donc ces outils de formation que nous avons développés avec les pays et l'OMS ont été aussi diffusés en Afrique de l'Ouest et centrale. Et dans le cadre du projet, c'est presque 2500 personnes qu'on a formées sur le terrain. Les outils support, j'en ai parlé dans la diapositive précédente. Nous avons beaucoup travaillé sur les outils de création de la demande, faire connaître l'autotest auprès des populations, tout en ayant une approche, on va dire, adaptée, puisqu'on s'adressait à certains types de populations. Et puis, nous avons essayé de développer aussi des choses, on va dire, innovantes. Par exemple, nous avons actuellement une campagne digitale qui cible via Facebook, via des groupes d'intérêt des populations pour faire la promotion de l'autodépistage VIH. Un point important, c'est que sur le terrain, il y a eu un travail de supervision conjointe avec les ministères de la Santé et un travail participatif de suivi des activités. On était quand même dans quelque chose d'innovant, de nouveau. Donc, il fallait ajuster, il fallait adapter. Et ça s'est fait vraiment de manière continue sur la base des remontées du terrain et de la réalité du terrain. Concernant la transition et le passage à l'échelle, nous avons essayé vraiment de mettre à disposition des acteurs nationaux les données pour leur permettre, notamment dans le cadre des futurs financements du Fonds mondial et du PEPFAR en ce qui nous concerne, de pouvoir avoir une vision stratégique des quantités, des activités qu'il fallait financer par la suite. J'y reviendrai, mais nous avons essayé aussi d'être très vigilants à disséminer de manière continue et régulière les résultats du projet, même quand il s'agissait de résultats préliminaires de recherche. Et puis, depuis l'année dernière, nous avons avancé sur la mise en place ou la mise à disposition de l'autotest dans les officines privées pour une partie de la population qui préférait ce canal pour acquérir les autotests. Donc, c'est un processus qui est en cours dans les 3 pays. Quelques leçons, et je laisserai Joseph revenir dessus, parce que ça fait 3 ans et demi que je fais la première partie de Joseph. Donc, c'est moi qui chauffe la salle après. Mais j'aime beaucoup faire ta première partie, Joseph. Donc, Joseph va revenir sur les résultats, mais juste vous dire que ce qu'on a noté comme principale leçon apprise dans le cadre du projet, c'est déjà l'acceptabilité et l'engouement quelque part qu'a eu l'autotest auprès des populations. Je pense qu'on répondait vraiment à un besoin. C'était adapté aux réalités des personnes et ça a vraiment permis d'apporter un outil complémentaire dans la palette de dépistage. Le fait également qu'on s'est rendu compte que c'était faisable, c'était aussi soutenable financièrement de mettre en place cette stratégie d'autodépistage dans nos pays d'intervention. Dans le cadre de la crise Covid, et ça, je pense que personnellement, j'ai été assez époustouflée de la capacité des acteurs de terrain, et on y revient toujours, mais l'expertise communautaire, elle est tellement là, surtout quand il y a des périodes de crise. Et dans le cadre de la crise de Covid, les acteurs communautaires ont très vite su se saisir aussi de l'autotest VIH pour le remplacer quand c'était nécessaire pour continuer à proposer du dépistage aux populations. Cependant, il faut avoir en tête que l'autotest ne règle pas tous les problèmes. Il y a un certain nombre de problèmes structurels et puis il interroge parfois la relation soignant-soigné, le parcours de soins, le rôle des différents acteurs. Donc, l'autotest ne vient pas parfois résoudre des problèmes structurels qui sont là. Et puis, l'autotest, ça suppose aussi quelque part un changement de paradigme. À titre d'exemple, on nous demande souvent comment est-ce que vous faites le suivi de chaque kit, comment vous suivez chaque kit. Et l'autodépistage, ça demande aussi de questionner des dispositifs de suivi et évaluation pour des populations qui ne souhaitent pas être forcément identifiées, mais qui ont droit à la santé comme toute population et qui, pour certaines, sont particulièrement exposées. Nous avons publié énormément d'informations. Je vous invite à voir notre chaîne YouTube où on a aussi des résultats de la recherche, des résultats opérationnels qui sont présentés et puis un certain nombre de publications scientifiques. Joseph reviendra là-dessus.
Dernier point, vous dire que suite à des demandes d'un certain nombre de pays, puisqu'aujourd'hui, dans le cadre du NFM3, donc la subvention du Fonds mondial en cours, quasiment tous les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale ont intégré de l'autodépistage. C'est une activité qui est là, avec des échelles différentes en fonction de la réalité des pays. Et dans le cadre du projet Atlas, à la demande des pays, nous avons accompagné un certain nombre de pays à déployer l'autotest. Et vous voyez tout en bas de ma diapositive un outil que nous venons de finaliser avec l'appui de l'OMS qui donne un peu les 10 éléments clés, une sorte de checklist de si vous voulez démarrer des activités ou des programmes d'autodépistage voilà, que vous pouvez cocher ou checker, on va dire. Et cet outil est à votre disposition et on vous présente aussi les différentes phases de déploiement de l'autodépistage dans les pays. Je vais m'arrêter là, je vous remercie et je vais donc passer la parole à Joseph.